Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième session sur la programmation de l'API de Fusion 360 avec Python. Je suis Bernard Gros-Perrin de Lebir CNC et je serai votre guide dans cette exploration de Python et de cette API. Dans cette vidéo, nous allons réaliser un premier script qui génère des carrés sur un sketch de Fusion 360, puis les extrude comme vous pouvez le voir à l'écran en ce moment. Voilà cet objet. Avant d'en arriver là, il nous faut d'abord continuer à explorer plusieurs concepts de base de la programmation. Dans la vidéo précédente, à laquelle je vous suggère de vous reporter si vous ne l'avez pas encore vue, nous avons commencé par découvrir ce qu'est Python, les variables, les types de variables, les branchements conditionnels et un certain type de boucle. Cette fois-ci, pour continuer cette exploration, je devrais sans doute dire ce survol, nous allons entrer nos instructions Python dans un fichier. Nous découvrirons d'autres types de boucles et nous allons revisiter au passage notre table de multiplication. Nous verrons aussi les fonctions et aussi, bien sûr, puisque ça va avec, le passage de paramètres. Finalement, nous utiliserons enfin, pour la première fois, l'API de Fusion 360 pour multiplier, comme vous pouvez le voir à l'écran, de petits rectangles, qui en fait sont des carrés, dans un sketch, avec l'aide de la documentation de cette API, qu'on va aussi découvrir. Comme je vous l'ai indiqué au début, c'est ce qu'on va faire. Alors, une remarque. De par sa nature, Python est 100% orienté objet. Et l'API de Fusion 360 aussi. Pourtant, nous allons commencer à utiliser des objets, au sens informatique, pas au sens d'objets design 3D, sans savoir de quoi il s'agit. Un peu comme pour conduire une voiture, il n'est pas nécessaire de savoir expliquer le fonctionnement d'un moteur 4 temps, et pour programmer l'API de Fusion 360, il n'est pas non plus absolument nécessaire de savoir expliquer les concepts de la programmation orientée objet. C'est pourtant un sujet important sur lequel nous reviendrons dans le futur pour clarifier les choses, mais commençons sans plus attendre l'écriture de notre premier script en Python en dehors de Fusion 360. Donc, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, je vous suggère fortement, j'allais même dire, si vous voulez suivre ce qu'on fait, il faut aller télécharger Python, l'installer sur votre machine. Alors, je vais déjà mettre ça en plein écran. Si on clique directement ici, on va en fait télécharger Python. Alors, attendez, on va aller se mettre dessus. On va aller en fait télécharger Python, mais ça c'est pour du 32 bits. Si votre machine est une machine 64 bits ou si c'est un Mac, il faut aller ici. Alors, Windows. Et là, on voit qu'on a, par rapport aux versions, et la version, ça je pense que c'est une bêta, hein. Donc la version courante, en fait, c'est celle-là, c'est 3.6.5. Donc on a en général un exécutable, c'est plus pratique, bon on peut installer depuis Internet. Soit x86, ça va donc être 32 bits, et x86-64, ça va être 64 bits. Donc c'est ça qu'il faut télécharger. Si on télécharge depuis la page avec le bouton download Python, on va en fait installer ça. D'accord? Donc ça ne convient pas forcément à ce que vous voulez. Et pour ceux qui ont un Mac, eh ben, ils vont sur le Mac et ils installeront le Python pour Mac là aussi, ou pour Linux éventuellement si vous avez Linux, mais comme Fusion 360 ne fonctionne pas sur Linux, j'en parle pas. Donc une fois ça installé, alors évidemment vous avez Python sur votre machine,
Ce qui veut dire que si je vais dans le mode de l'invite de commande en ligne, si je tape Python, j'ai en fait ma console Python. Je peux faire quelque chose maintenant. Mais aussi j'ai installé un outil, donc on va dire un éditeur, un IDE, environnement de développement intégré, pour Python, qui s'appelle Idle. Et donc là on se trouve en fait devant un éditeur de texte, et si je commence à taper quelque chose, il va vouloir en faire un fichier. Enfin, il va vouloir. En fait, je tape dans ce qui va être un fichier, même si là on ne le voit pas, et il faut que je sauve pour pouvoir exécuter ce que j'ai fait. On n'est plus dans la console. Hein, dans la console, on tape quelque chose, ça s'exécute tout de suite. Là, on tape donc un script, hein, qu'on va pouvoir exécuter depuis ici. Alors, on va revenir sur les boucles dans notre découverte des principales fonctions de programmation. Dans la vidéo précédente, j'ai déjà montré une boucle for each, donc pour chaque quelque chose dans une collection de quelque chose. Et on l'a fait ça en interactif, donc dans la console. Alors on va refaire exactement la même chose, mais cette fois-ci en script. Donc on va commencer par une variable chaîne de caractères. Par exemple. Ah zut, c'est ça qu'il faut. Et on va faire notre boucle qui va être pour chaque... Alors le chaque est sous-entendu, on ne le tape pas, mais c'est ce que ça veut dire. Donc pour chaque lettre, qui est en fait une variable qu'on crée, qu'on déclare comme ça, en ligne. Donc dans chaîne, 2 points, c'est le signe de continuation. On fait tout simplement print lettre. On ne se complique pas plus que ça. Et voilà. Donc ça, c'est un script. Et puisque c'est on appelle ça un script parce qu'en fait c'est un langage, donc comme je l'ai dit dans la première vidéo, interprété. Et c'est pas compilé. Donc c'est pas du... Enfin bon, bref. Nuance. Pas très importante. Donc maintenant si je tape run module, ici, il va me dire que il faut le sauver avant de pouvoir l'exécuter. On n'est pas dans la console, il va exécuter un fichier. Alors on fait OK. On va aller sauver ça. Alors j'ai un répertoire ici. Fusion. Ce que je sais pas, c'est pourquoi il y va pas systématiquement. Il faut peut-être que... fusion. Non, pas fusion. Python. Pardon. Tellement Python code test. Voilà. Donc dans Python code test, on va aller sauver for boucle. Je l'ai déjà fait, mais on recommence, c'est pas grave. Oui, on le remplace. Et il l'exécute, maintenant qu'il l'a sauvé. Et on a exactement ce qu'on avait dans la console. Quand on l'a fait en interactif dans la console, mais simplement là il lit depuis un fichier qu'il exécute. Alors, j'allais dire dans l'immédiat, pas très intéressant, puisqu'il n'y a pas de différence avec la console. On voit pas trop le bénéfice d'avoir un fichier. Alors, deuxième type de chaîne, c'est la chaîne while. La boucle. La boucle while. While, c'est pendant que ou tandis que. Donc ça veut dire tant que ça
c'est plus grand ou plus petit ou quelque chose, c'est-à-dire qu'on met une condition que ça, et la condition c'est ce qui va faire que ça s'arrête, exécute quelque chose, fait quelque chose. Hein. Alors, on va refaire la boucle, la table de multiplication, par exemple. Donc on va mettre nombre égale, on va faire une table de 7. Pardon, je réfléchissais. Itération, on va le faire directement comme ça. Donc, on va faire. Alors, i, c'est souvent une variable qu'on utilise pour index. Au lieu de taper index en entier, on dit while pendant que i, tant que i est plus petit que 10, on fait quelque chose. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc imprimer. Alors, on imprime. J'ai ma souris qui me rend pas service. Donc, on imprime i plus 1. Ah, j'ai oublié, pardon, oui, ce que j'oubliais, c'est que i égale 0. D'une manière générale, dans à peu près tous les langages de programmation, les index, les tableaux et tout ça, ça commence à 0. Donc si on va de 0, pour avoir 10, on va de 0 à 9 par exemple. Hein. Donc là, i égale 0, je fais while i plus petit que 10, donc en fait je vais m'arrêter à 9, donc ça va bien me faire 10 fois, hein, puisqu'on démarre à 0. Donc le signe multiplié par. Donc là on va afficher le nombre qui va être 1 pour commencer, multiplié par le nombre de c'est 7, donc 1 multiplié par 7. Égal, je mets des espaces pour que ça soit un peu plus clair. Et là on fait l'opération. Donc ça va être i plus 1 multiplié par notre nombre. Donc 7 fois 1, 7. D'accord. Et il me faut une parenthèse pour fermer. Voilà. Et maintenant, tant que je suis dans ma boucle, ben, il faut que j'incrémente mon i pour qu'il passe à la valeur à 2, de façon à ce qu'à un moment on soit à 9 et qu'on s'arrête. Hein. Parce que si je mets rien, il va imprimer. Si je mets pas cet incrément, while i plus petit que 10, ben on n'est pas près d'arriver à 10, donc il va continuer indéfiniment, 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 et la boucle ne va jamais s'arrêter. Hein. Voilà. Donc maintenant, on va faire, puisqu'on n'est plus dans une boucle for, mais on est dans une boucle while, on va mettre file save as. For boucle, alors on va mettre while boucle enregistré, et là de la même façon si je lui dis run, il me fait ce qu'on lui a dit de faire, c'est-à-dire qu'il me fait la table de multiplication des 7 jusqu'à 10. Ok, là encore pas génial parce que je pourrais faire exactement la même chose en interactif dans la console. Bon, c'est plus facile, c'est plus pratique de taper un script comme ça dans un fichier, parce qu'on voit bien ce qu'on fait, on voit bien les indentations, mais sur le plan efficacité, ça fait pas une grosse différence. Alors une chose quand même que je veux vous montrer tout de suite, c'est que le fait que le fichier existe, c'est indéfiniment réutilisable, et donc si je vais ici dans... Je vais retourner dans l'invite de commande en DOS dans le répertoire où je suis.
Et si je tape Python while boucle, alors j'ai mis une majuscule, je sais pas, là on est en DOS, ça devrait pas être sensible. Voilà, il m'exécute mon fichier. Hein. Encore une fois, c'est interprété, c'est pas un AXE, je peux pas directement exécuter le programme. Mais si je dis à Python et que je lui mets le nom de fichier derrière, il exécute immédiatement ce qu'on vient de taper, et donc c'est réutilisable indéfiniment. Ça, c'est déjà un peu plus pratique que ce qu'on fait dans la console, où à chaque fois il faut retaper tout ce qu'on fait. Mais on peut faire encore mieux, enfin encore mieux, disons un peu plus intéressant. Et on va passer à la deuxième étape importante de la découverte des principes de base de programmation, qui est les fonctions. Alors, par exemple, notre table de multiplication, qui est, là on va l'ouvrir. Alors j'ai fait plusieurs trucs, je sais plus où c'est. C'est la boucle while, pardon, donc on va l'ouvrir. Attends, parce qu'elle devrait être là normalement. Voilà, ma boucle while est ici. Donc maintenant, on va en faire quelque chose d'un peu différent. Et on va en faire une fonction qu'on va pouvoir appeler. Et donc ça va devenir un peu plus générique et un peu plus utilisable de manière différente. Alors, on commence par taper def pour définition. On définit une fonction. Alors, on va définir table multi. On va l'appeler table multiplication. Ça fait un peu long à taper, mais au moins comme ça c'est clair et on sait ce qu'on fait. Et on va passer des paramètres, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir en dur, comme on dit, c'est-à-dire coder le nombre 7, ici par exemple, on va mettre ça en paramètres. Et de même ici, on a le maximum d'itération qui est de 10, qui est aussi un chiffre tapé en dur. Donc pour donner plus de souplesse et faire que ce code soit beaucoup plus générique et utilisable dans des cas différents, on va passer des paramètres. Alors le premier paramètre, ça va être nombre, et le deuxième, ça va être max itération. Et 2 points, toujours pareil dans Python, c'est là qu'on commence. Alors le nombre, j'en ai plus besoin puisque on l'a. Tout ça, il faut que ça s'indente correctement. Alors attends, on va faire autrement. Hop, on va faire comme ça. Non. Fin. Voilà. Oh, pardon. Alors le i égale 0, bien sûr, il faut le garder. Et tant que i plus petit que, ça va être max itération. Et on va donc taper pour i plus 1, nombre, i plus 1. Le reste du code ne change absolument pas. Donc cette fois-ci, j'ai comment dire, j'ai une fonction que je peux appeler et qui me donne de la souplesse par rapport à ce que j'ai fait taper en dur. Donc ici pour faire run, alors on fait la même chose. Pardon. Avant, on va sauver ça sous un nom différent. File, save as.
simple table qui existe déjà. Ou table multiplication. Ouais, allez, on va sauver ça comme ça. Enregistrer. Oui. Et on va faire run. Et run, bah là il se passe rien parce qu'il attend des paramètres. Il peut pas exécuter ça directement. Donc on va taper table multiplication. On lui passe des paramètres. Alors on va faire la table des 9, tiens par exemple, et on va la faire 20 fois. Et il me fait, alors comme tout à l'heure, comme dans la console, il exécute le contenu de la fonction. C'est-à-dire que j'appelle, dans la console, si on peut dire, j'appelle la fonction, et la fonction, bah, c'est le bloc de code qui est derrière, qui est dessous, qui est derrière, qui s'exécute. Donc ça me donne de la souplesse pour pouvoir faire des choses différentes, puisque là maintenant, sans refaire rien d'autre, je peux retaper table multiplication. Ah. Et on va lui faire 3, 5, par exemple. On va faire rapide, et hop, il me fait ma table de multiplication du 3 de 1 à 5. Voilà. Donc ça, la même chose peut faire des choses différentes puisqu'on lui passe des paramètres, ce qui lui permet de travailler sur des choses différentes. Alors, on va passer à l'étape suivante dans une seconde, où on va faire un bout de script qui appelle une fonction. C'est-à-dire qu'on va mettre, plutôt que d'appeler directement la fonction comme on le fait là dans la console, on va faire un bout de script qui lui appelle la fonction. Et on est toujours dans la découverte. On passera immédiatement à Fusion 360. On va utiliser ce petit bout de code de table de multiplication pour faire l'objet que vous avez vu tout au début de la vidéo. Et vous allez voir que pratiquement c'est le même code avec des particularités que je n'expliquerai pas tout de suite, que j'expliquerai dans une future vidéo, qui sont liées à la programmation objet et à l'API de Fusion 360. Donc pour continuer dans notre exploration des fonctions de base un peu de la programmation, à part que c'est pas du tout là que je veux être, voilà, on va, comme je l'ai dit, on va voir comment on appelle une fonction d'un autre programme en Python. Ça va expliquer, enfin bon, on va y aller. Donc ma table multiply, c'est ça. Et on l'ouvre avec idle. Et j'ai juste rajouté une ligne ici en haut, import OS, donc Operating System. On va en parler juste après, vous allez voir. Donc ça c'est ma table de multiplication, j'ai rien changé. D'accord. Maintenant, je veux, alors on va fermer ça, je veux créer un autre bout de code. Auquel on va tout de suite donner un nom, on va tout de suite le sauver, comme ça, file, save. Alors, il se met toujours quelque part ailleurs. On retourne dans Python. Code test. Et on va appeler ça appel fonction. Avec un S parce qu'on va en mettre plusieurs après. Enregistrer. Alors, on va mettre là aussi import OS.
on va lui dire from depuis attends que je dise pas de bêtises, from table multiply import everything. Pourquoi? Parce que là on importe depuis le fichier, on n'importe pas depuis un module, parce qu'on n'a pas fait de module. Je veux pas beaucoup plus en parler, puisque de toute façon dans Fusion 360 on a des modules qu'on importe et pratiquement on n'a pas des multifichiers. Mais bon, c'est histoire de montrer un peu quelque chose d'autre. Alors, on continue. Et on va lui dire, alors, où est-ce qu'il est mon code? Je vais le faire apparaître. Et on va cacher ça, parce que là, ça... zut. Je vais ouvrir ça. Voilà. Pour être sûr que je ne me mélange pas, on va juste copier ça. Donc on va appeler la fonction depuis ici en lui mettant, j'en sais rien, on va mettre 12, 15. Allez, table de multiplication des 12, 15 fois. Et voilà, c'est tout. Allez, on va sauver. Et on fait run. Et ben, on a exactement la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, on exécute la fonction avec les paramètres que l'on passe depuis ici. Alors vous allez me dire quel intérêt, puisque en fait ça revient à des paramètres codés en dur, à part qu'ils sont codés en dur ailleurs, dans un autre bout de code. Oui, mais je peux rappeler ça plusieurs fois, et bien évidemment je peux rappeler d'autres fonctions. C'est un peu ce que fait un programme. Un programme, ça fait des choses en appelant des fonctions en général. D'accord? Donc, juste, alors, pour revenir sur les fonctions, quelque chose d'important et que on n'a pas encore vu, alors on va arrêter ça, c'est que une fonction peut retourner un résultat. Donc, on va mettre def, on va appeler ça moyenne, et on va prendre les mêmes paramètres. On va mettre nombre max itération. Et on va lui dire, alors je peux refaire un tab, voilà, deux tabs. Return, c'est ce qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent. Nombre plus max itération divisé par 2. Alors bon, là encore c'est pas quelque chose de super utile, mais c'est juste pour montrer qu'une fonction peut donc renvoyer le résultat du travail qu'elle fait. Bon là, l'opération est tellement courte que ça tient en une ligne, mais ça pourrait bien sûr être beaucoup plus conséquent. Et donc voilà, donc si ici dans ma... alors on va le faire de deux façons différentes. Ici je peux laisser une ligne et je vais appeler moyenne. Alors on va mettre 12, 15, on va mettre les mêmes choses. Non, pardon, on va mettre x égale moyenne, puisque ça retourne quelque chose, d'accord? Donc le résultat de ce que fait cette fonction, je le remets dans une variable.
Hein, la première fonction, elle fait ma table. Il n'y a pas à retourner. Ce qu'elle fait, elle l'imprime, elle le montre, et il n'y a pas quelque chose que je peux retourner. Je pourrais, bon, enfin bref, c'est une autre histoire. Là, ma fonction moyenne, elle retourne quelque chose. Donc, elle retourne x. D'accord? Et là, je peux mettre print str pour transformer ça en string, puisque ce qu'elle va retourner, c'est un nombre entier. X. Et là, à la fin, alors, on va mettre ça avec du texte, comme ça sera plus... Voilà. Donc maintenant, si je sauve ça et que je le fasse fonctionner, alors j'ai une erreur. Moyenne is not defined. Ben... Alors pourquoi il le trouve pas là? Ah, oh, j'ai pas sauvé ça, pardon. L'erreur est juste. File, save. J'ai écrit le code et je l'ai pas sauvé. Donc a priori, alors on va refaire run module. Et voilà, moyenne égale 13,5. Il me fait la moyenne entre les deux nombres qu'on a passés, 12 et 15. Tout va bien. Mais ce qu'on peut aussi faire, c'est que au lieu de faire ça, je peux mettre ça ici. Et à la fin de ma table de multiplication, il va appeler... Alors, pourquoi ça ne revient pas? Non, il ne veut pas. Donc là, l'indentation, c'est-à-dire qu'on était dans la boucle while qui fait quelque chose. Pour bien montrer que ce que je fais ici, c'est en dehors de la boucle while, la ligne blanche, elle n'est pas utile, mais par contre, ce qui est utile, c'est l'indentation, où je reviens pour m'aligner dessous le while. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, les indentations, ça fait partie de la syntaxe. D'accord? Donc, on va sauver ça, ce que je n'avais pas fait tout à l'heure, et cette fois-ci, on n'appelle pas moyenne. On va lancer, alors il faut que je le sauve aussi, et on va lancer ça, et on a exactement le même résultat. Donc une fonction peut appeler une autre fonction, un programme peut appeler des fonctions, etc. etc. Bien. Maintenant, on va passer à Fusion 360 et à son API. Nous voici donc dans Fusion 360. Donc dans Fusion 360, pour programmer quelque chose, il faut commencer par créer le script. Alors, vite fait 2 mots sur la différence entre script et add-ins. On va pas du tout parler d'add-ins pour l'instant. Un script, c'est un peu ce qu'on a vu jusqu'à présent, à part que c'est à l'intérieur, ça va s'exécuter à l'intérieur de Fusion 360, donc il y a des particularités qui, évidemment, dont il faut tenir compte, puisqu'il ne s'agit pas d'interrompre Fusion 360 pour notre bout de script, on ne va pas tout bloquer. Donc voilà, il y a un peu des... Mais c'est plus ou moins fait automatiquement lorsqu'on crée un script. Donc un script, pour qu'il s'exécute, il faut cliquer dessus, comme celui-ci par exemple, et faire run. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on va faire, puisque moi je l'ai déjà fait une fois. Donc je me mets dessus, on clique run, et on attend que ça se passe, et voilà, c'est fait. J'ai l'objet défini qu'on va faire ensemble maintenant. On va refaire la même chose. Donc, voilà. Donc, pour créer un nouveau script, on vient au même endroit et on fait create. Et on va appeler ça, pour que ça soit différent, carré extrudé.
puisque c'est ce qu'on va faire. Et on va mettre un E majuscule pour que ça se voit bien. Donc description, utilisation de l'API. On va mettre première utilisation d'API. Utilisation de l'API pour tracer des carrés et les extruder. Voilà. Et hauteur create. Donc là, on voit que c'est là en haut. Alors, on clique un coup, ça se met à sa place, carré extrudé. On revient dessus et on fait Edit. Et là, il nous ouvre cet éditeur qui est donc lié à Fusion 360 et qui, en fait, est le seul qui fonctionne avec Fusion 360 parce que j'ai fait des essais, mais le reste, c'est pas terrible. Ça permet de débugger, etc. On reviendra plus tard sur ces choses. Donc, j'ai donc créé un script. Vous voyez que l'auteur et la description sont mis en commentaire ici au début du script. J'ai pas parlé des commentaires, hein, c'est le signe dièse. Et ce qui est derrière ne s'exécute pas, c'est considéré comme un commentaire. Donc, il nous a automatiquement créé un bout de code qu'on peut exécuter tout de suite. Donc, pour exécuter depuis ici, il suffit d'appuyer sur la flèche verte ici. Ou alors, comme je l'ai dit, on va dans Fusion et on clique sur le nom du truc. On va l'exécuter depuis ici. Alors là, on voit rien, bien sûr. Ça se passe dans Fusion. Et il nous met Hello Script. Alors, on va pas, je veux pas, comment dire, m'étendre là-dessus. On voit, tout à l'heure, on a fait un import de quelque chose. On voit que là, pour fonctionner, par défaut, il nous fait un import d'un certain nombre de, on va dire, de librairies ou de packages de Fusion 360. Alors, CAM, on n'en a pas besoin. On peut le virer puisqu'on va rien faire avec CAM. Ça, on le garde. On définit un contexte. Qui est donc le contexte Fusion 360, et puisqu'on est dans du multithread, etc., encore, je ne veux pas parler de ça maintenant, on conserve ça sans y toucher. Par contre, on va ajouter, bien sûr, du code. Alors, pour savoir un peu comment on va coder, et puisque là, on a affaire à l'API de Fusion 360, on va commencer à parler, à regarder un peu l'API Fusion 360. Alors, je veux pas vous... Enfin, ce que je vais vous montrer, ça va peut-être vous faire peur, mais il faut se décontracter. Vous verrez que c'est pas si terrible que ça. Donc ça, c'est le tableau du modèle de tous les objets Fusion 360 qu'on peut utiliser depuis l'API. Alors, si on veut y voir quelque chose, il faut zoomer, clairement. Et même là, on n'arrive pas trop à lire, parce que c'est quand même assez volumineux. Mais vous allez voir qu'on va retrouver nos sketchs ici, en rose. Et donc, tous les différents objets des sketchs. Comme par exemple sketch ellipse, sketch spline, sketch lines, sketch point, sketch text, etc., etc., pour ce qui est du domaine des sketchs. Alors, on va s'en servir et je vais vous montrer comment, mais ce qu'il faut comprendre tout de suite, sans s'affoler, hein, une chose à la fois, pas à pas, gentiment, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pratiquement, absolument, toutes les fonctions, avec leurs paramètres, de Fusion 360, avec leurs paramètres, je veux dire les différents choix possibles, toutes les fonctions sont disponibles dans l'API. Donc pratiquement tout ce que vous faites à la main quand vous êtes dans Fusion 360, vous pouvez le coder. Tout, absolument tout. Il y a peut-être des limites quelque part, je sais pas, je les ai pas encore rencontrées parce que ce que j'ai fait c'est pas assez sophistiqué, mais disons que ça permet d'aller
loin et de faire énormément de choses. Alors, ça, éventuellement, vous pouvez l'imprimer, ça vous fait une sorte de référence. Vous avez absolument tous les objets possibles, utilisables dans Fusion. Mais ce qui est quand même beaucoup plus pratique, j'allais dire, c'est la référence. Alors, ici, quand vous allez donc dans Help Autodesk View Fusion 360, où vous pouvez taper attendez, on va si on tape API Fusion 360, on arrive sur la même chose, hein, à l'aide de l'API. Alors, on a un manuel. Alors, au début, on a des généralités, ils expliquent un peu ce qu'on peut faire. On a un manuel utilisateur qui, j'allais dire, décortique, explique un petit peu comment faire ci, comment faire ça, avec quelque chose spécifique à Python. On a le manuel de référence, qui, j'allais dire, est tous les objets, les méthodes, etc. Ce que vous pouvez voir dans le tableau que je vous ai montré, mais là détaillé pour chaque fonction avec les paramètres et comment s'en servir. Et on a un certain nombre de programmes d'exemples auxquels se reporter lorsqu'on veut faire quelque chose de spécifique. Et c'est, enfin, l'ensemble, tout ça, cette documentation est très très utile. Et bon, si vous voulez faire quelque chose avec l'API de Fusion 360, il faut se servir de ça, il n'y a pas vraiment le choix, c'est la documentation de l'API. Alors, on va commencer par ça, je vais le fermer. Et ça, je crois que je l'ai minimisé, mais je ne vais pas le garder ici. Alors bien sûr, ce qui est important, c'est qu'il y a une recherche. Hein. Je veux dire, on va pas aller tout lire. Hein. Si on a besoin de savoir comment faire, par exemple, un rectangle par le centre, je crois que ça s'appelle comme ça. Non, c'est pas comme ça. Alors, on va voir rectangle. Alors, rectangle, create center rectangle. Voilà, donc il nous... alors non, ça c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, en général, ça se trouve dans la documentation du programmeur. Add tripoint rectangle, add tout point rectangle. Donc... add tripoint rectangle. Sketchlines object. Alors, ça c'est l'objet général dont la méthode pour ajouter le rectangle dépend. Donc voilà, add center point rectangle. Donc c'est ce qu'on veut utiliser. Donc voilà la documentation sur la façon de créer un rectangle par le centre. Alors, voyons voir dans notre code. Et je vais aller me servir de ce que j'ai déjà fait parce que je ne vais pas réinventer tout. Et ça gagnera du temps pour la vidéo parce que sinon, si je fais les recherches en même temps, on n'est pas sorti de l'auberge, comme on dit. Donc, Aline, celui que j'ai déjà fait, il s'appelle Rectangle Sample. Et on va l'éditer aussi. Donc, on revient dans notre éditeur Spider. Et il nous a fait un nouveau nouvelle tabulation pour ce fichier qu'on veut donc exécuter. Alors, on va juste copier-coller et je vais expliquer au fur et à mesure. On va déjà faire ça. Alors, le Active Product, voyons voir si j'en ai besoin d'abord. Product, je ne pense pas en avoir besoin.
design. Est-ce que design, j'en ai besoin? Oui, ok, donc on en a besoin. Alors, sans rentrer dans le détail du fonctionnement des objets, et il faut quand même un peu en parler, parce que ces points, ça peut paraître bizarre, et en fait, c'est parce que on a des objets qui ont des méthodes, etc. Et donc, pour pouvoir, donc là, au début, et ça c'était dans le sketch, par défaut créé par Fusion 360 directement, hein, lorsqu'on a créé un sketch à partir de rien, il nous a fait ça. Donc, ici, product, on récupère le produit actif. Donc dans ce cas-là, on va dire qu'on est dans modèle. Et donc il nous récupère modèle. Et ensuite, on va le design. C'est le produit. Et, enfin bon, je ne vais pas expliquer trop dans les détails. On a besoin de ça pour la suite parce que c'est à ça qu'on va rattacher le sketch. Et c'est au sketch qu'on va rattacher les lignes que l'on fait. Et les lignes qui vont être en fait des triangles. Hein. Donc tout ça, si on prend le tableau que j'ai malheureusement fermé, on peut suivre user interface, produit, design, etc. Ça prend du sens si on regarde le tableau. Alors, maintenant, on veut la racine du design actif. Donc, c'est ce que... On va copier cette ligne. Elle est déjà là. Ici. Donc, on est à la racine de notre dessin actif. Donc, à cette racine, on va venir se brancher, si je peux dire, sur les sketchs. Alors, pardon, on va prendre le commentaire en même temps. Donc on récupère, si vous voulez, l'objet sketch de la racine, puisque il y a aussi il pourrait y avoir bodies, il pourrait y avoir construction, il pourrait y avoir tout ce qui est... Quand on parle de racine, ce dont on parle en fait, c'est par rapport à ça. À ici tout en haut, ce qui est marqué unsaved, c'est ça la racine. D'accord? Et là le sketch, il faut que je le vire d'ailleurs. Voilà. Donc là, on se branche sur cette racine, hein, et on va venir créer. Alors on récupère l'objet sketch, même si on ne le voit pas, et là on lui fait qu'on add, on ajoute. Alors le sketch 1, c'est pas la peine, on va juste mettre sketch. On ajoute donc à cet ensemble de sketch d'objets sketch potentiels qui ne sont pas créés mais qui sont attachés à cette racine. On lui dit donc sketch ajoute, donc à la racine, et on se met sur le plan de construction YZ. Donc là, il est automatiquement, enfin on le définit dans le code, le plan de construction sur lequel on veut que soit notre sketch. Et le add fait que ça crée le sketch. Et ce sketch, on lui donne un nom, plutôt que ça soit comme d'habitude, c'est sketch 1, sketch 2, etc. On lui donne un nom. Et ensuite, on va avancer à partir de là. On va aller se brancher sur à l'intérieur de sketch, on a l'objet ligne. Comme on a récupéré ici sketches depuis la racine, cette fois-ci, on va récupérer les lignes du sketch que l'on a créé. Hein? Alors là, il nous fait un petit warning, une petite remarque, parce qu'il nous dit que cette variable qu'on a créée n'est pas encore utilisée. Oh, c'est normal, on est en train d'écrire le code. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va vouloir? On va vouloir utiliser notre petite table de multiplication qu'on a fait précédemment, mais cette fois l'utiliser dans l'API de Fusion 360.
Donc, on prend le commentaire. Et donc, je veux, alors là c'est codé en dur, j'en veux 15. Hein, et j'appelle ma fonction avec un nombre, c'est-à-dire ma table de multiplication, enfin le nombre par lequel je vais multiplier, le nombre d'itérations. Et là, comme je suis dans Fusion 360, il me faut un paramètre supplémentaire, puisque si je veux pouvoir dessiner quelque chose, il faut que je me raccroche au sketchline de mon sketch. Donc je lui passe ça comme paramètre. Donc maintenant, on va venir définir notre fonction. Alors, on va CTRL-C, on va donc définir notre fonction par ici. Et maintenant, on va aller récupérer ce qu'on a fait en Python précédemment, qui est ça. Mais évidemment, on va l'adapter puisqu'on est dans l'API de Fusion 360 et qu'on ne veut pas imprimer le résultat. Mais on veut créer des rectangles dans le sketch. Hein. Mais le principe, enfin, comment dire, c'est la même fonction. Alors là, ça s'appelle maxi, donc ici, il faut que je change ça, puisque sinon, il ne va pas comprendre. Et donc là, on a pratiquement exactement la même chose. Alors, évidemment, ce qui va changer, c'est ça. Donc, il me faut un point de départ. Pour créer mes rectangles, sont donc c'est des center point rectangles, hein, comme on l'a vu dans ici dans l'aide, hein, center point rectangle. On va regarder ce qu'il nous dit. Donc c'est fait par deux points qui sont du type, c'est des points 3D. Il faut un point central et un point qui va faire l'angle du rectangle. Donc, le point central, lui, il est toujours central. Donc ça ne va pas bouger. Pour tout, je peux créer autant de rectangles qui en fait vont être carrés que je veux. Ce point central, alors là on dirait que je ne suis pas exactement aligné. Ce point central ne bouge pas, donc je peux le créer à l'extérieur de ma boucle. Je ne vais pas le créer autant de fois que je fais de rectangle, c'est idiot, c'est toujours au même endroit. Donc je crée une seule fois, et ce point que je crée, je le stocke dans la variable qui s'appelle startPoint. Alors si je peux aller regarder dans la documentation, point 3D, quand je le crée, ça me renvoie un objet point 3D. D'accord ? Alors, maintenant ce que je veux, c'est aller ajouter le endpoint, donc le deuxième point dont j'ai besoin pour créer mon rectangle par le centre. Donc j'ai un point de départ, un point d'arrivée, on peut appeler ça comme ça, c'est mes deux points, un premier point et un deuxième point. Donc c'est pareil, c'est un point que je crée, mais la différence c'est que là, au lieu que ça soit tout des zéros, j'utilise le nombre d'itérations. Donc je le crée à 1 plus 1 multiplié par nombre. Alors c'est arbitraire, hein, mais c'est un point, mais forcément, c'est des points 3D. Donc pour définir un point 3D, on a x, y, z. Hein. Donc là, je fais que x et y ont la même valeur. C'est-à-dire que c'est le nombre qu'on lui passe,
hein. Dans ce cas ici, comme je l'ai écrit, c'est le nombre 2. Donc 2 plus 1, pardon, 1 plus 1, c'est 0, c'est mon index. Faut pas que je dise des bêtises. C'est mon index. 1 plus 1, 0 plus 1, ça fait 1. Multiplié par 2. Même chose ici. Donc, ça va être au point 2 par 2, en x et y. Sachant que dans Fusion 360, lorsqu'on ne le précise pas, comme je le fais ici dans ce code, on a affaire à des centimètres. Donc ça va être à 20 mm, 20 mm de côté. Le premier carré va faire 20 mm par 20 mm de côté. La valeur Z est à 0. C'est normal, on est sur un plan, on est sur un sketch 2D. Même si ce sont des points 3D, on ne se sert pas des 3D, on reste sur un plan en 2D sur donc le plan de construction YZ. Maintenant, une fois que ces deux points sont créés, ben, je peux effectivement aller créer mon rectangle. Donc, je rattache, enfin j'utilise le paramètre qu'on a passé ici, qui sont les lignes de sketch. Alors, j'ai fait exprès, remarquez que les paramètres n'ont pas du tout besoin d'avoir le même nom. Si vous voulez, les paramètres ici, c'est des variables, hein, auxquelles on donne les valeurs quand on passe, quand on appelle les paramètres, quand on passe. Donc là, nombre, ça va être 2. Maxi, ça va être itération, auquel j'ai donné la valeur de 15. Et sketchlines, c'est donc cet objet qui représente les différentes lignes possibles du sketch. Et ici, il s'appelle escaline. Le nom est différent, mais c'est bien le même objet. Et donc, à cet objet ligne du sketch, potentielle ligne du sketch, j'ajoute un rectangle créé par le centre avec le point de départ et le point du coin. D'accord? Et c'est tout. Là, je crée un sketch avec les lignes, enfin les rectangles. Donc on va voir si ce qu'on vient de faire actuellement fonctionne. Donc on sauve, on va dans Fusion 360, on va sur Add-ins, on va sur Script, et on fait carré extrudé, et on fait Run. Et ça marche. J'ai bien un sketch avec, alors on pourrait s'amuser à les compter, mais a priori, alors on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 carrés. Donc, ça roule, ça marche. Alors maintenant, pour que ça soit un peu plus drôle, enfin façon de parler, on va, en plus de dessiner dans le sketch, on va extruder chacun de ces profils. Et au lieu de le faire dans le même sens, c'est-à-dire au lieu de commencer par 1 ou 0, et d'aller vers l'extérieur, on va faire le contraire. On va extruder d'abord l'extérieur et ainsi de suite. Alors, comment on fait ça? On retourne dans notre bout de code et on va créer une deuxième fonction qu'on va appeler multi-extrude. Bon, je pourrais dire extrude, hein, c'est aussi simple. Donc, on va appeler une nouvelle fonction qu'on va appeler extrude. Et cette fois-ci, il faut que je lui passe alors la racine, puisque j'ai besoin de me rattacher à la racine pour faire ce dont j'ai besoin, le nombre et le sketch sur lequel on travaille, à partir duquel on va extruder plus exactement. Donc nombre, sketch, route, on va aller mettre ça ici. Alors pardon,
et il me faut mes 2 points pour faire quelque chose. Donc vous pouvez tout de suite remarquer que un des trucs dans Python qui fait que c'est assez pratique et simple, c'est que je peux directement passer des objets comme je passe des variables. Nombre, c'est tout bêtement un entier, une variable. Sketch, c'est un objet de Fusion 360. Et route, c'est, on l'a vu ici, c'est le design route component, c'est un objet de Fusion 360. Et on les passe tout simplement comme ça, sans passer de type, sans rien faire de spécial. Python se débrouille. Alors, il faut, comme on a fait tout à l'heure pour les sketchs et pour autre chose, les extrudes, ben, c'est une fonction de Fusion 360 à laquelle il faut qu'on se raccroche. Et on va aussi, je vais expliquer ça. Donc, les extrudes, on se récupère. C'est une fonction de fusion, mais si vous regardez le tableau des objets dont j'ai parlé au départ, vous verrez que de la même manière qu'un sketch, ben, les extrudes, ça fait partie des objets auxquels il faut que, enfin, comment dire, qu'il faut que j'instancie. Alors, je ne veux pas trop parler de techniques, d'objets orientés, etc., mais il y a des choses qui sont un peu... je ne peux pas passer à côté. Il faut faire la différence, je vais en parler 2 secondes très très vite, entre la définition d'un objet, c'est-à-dire le code qui décrit l'objet, et l'objet qu'on met en mémoire et qu'on va utiliser. Hein, c'est un petit peu, alors c'est très très simpliste comme comparaison, mais une maison, il y a un plan, il y a le plan de la maison que l'architecte fait avec tous les côtes, les élévations, les machins, etc. Ça, j'allais dire, c'est ma classe, c'est la définition de l'objet. La maison construite, ben, c'est une instantiation du plan, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de réel qu'on va utiliser. Bon, là, ce qu'on fait, c'est en fait, c'est un peu ça. On instancie cet objet et on lui donne un nom dont on va pouvoir se servir dans la suite du code. Alors, ensuite, on va faire une boucle de la même façon qu'on a fait ici. On a fait une boucle jusqu'à de 0 à le nombre qu'on passe, c'est-à-dire 15. Ici, on va faire pareil, c'est-à-dire qu'on va faire une boucle, mais puisque je veux commencer par l'extérieur, ben on va faire que mon nombre va décroître, c'est-à-dire qu'on va aller de 15 vers 0 plutôt que le contraire. Hein. Donc on met while nombre plus petit que 0. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, il va falloir aller récupérer nos profils. Il faut ce qu'on ferait à la main, on va revenir dans Fusion, à part que je l'ai peut-être effacé. Non. Ce qu'on ferait à la main, si on veut donc extruder nos différents rectangles, ben, c'est de sélectionner mon profil et ensuite d'aller lui dire extrude. D'accord? Donc ici, l'équivalent de sélectionner mon profil, puisque j'ai dit que tout ce qu'on peut faire à la main dans Fusion, on peut le faire en code. Donc l'équivalent, c'est d'aller sélectionner le profil. Et comme je sais que j'ai 15 profils, mais que ça commence par 0 puisque c'est un tableau, ben, je vais aller sélectionner le profil qui correspond à mon nombre, donc 15 moins 1, c'est-à-dire c'est le profil 14, puisqu'en fait ça va 0, 1, 2, 3, 4, 5, et on va décroître. Donc le prof ici, c'est le profil sélectionné. Ensuite, à quelle distance je vais l'extruder? Ben, on va faire comme si c'était des cubes, à part qu'ils vont être ouverts. Donc la valeur d'entrée, qui est ici value input, hein, puisque si je le fais à la main et que je veux faire extrude, il me demande une valeur. Donc là, c'est exactement la même chose. Il me demande une valeur, mais je lui passe en paramètre. Et cette valeur, eh ben, c'est le nombre, hein, puisque je fais ici ma table par 15, donc le plus grand carré
il est à 15 de côté, donc 150 mm, 15 cm. Donc, je prends ce même nombre pour extruder l'extérieur, et de façon à ce que si c'était plein, alors que là c'est juste la périphérie, ça serait un cube. Et donc, après avoir fait ça, je fais un petit schmilblick parce que, alors on est vraiment dans l'API de Fusion 360. Alors le nom là, on va pas du tout le faire. On va pas le faire parce que ça complique et que ça marche pas vraiment. On va aller faire ça. Donc ce que je fais maintenant, c'est que si le nombre que je passe est égal au total de rectangle, c'est-à-dire ici ce que j'ai fait, total rectangle, je récupère donc les lignes, puisque le sketch je l'ai créé, je le crée en code, je sais qu'il n'y a pas d'autres lignes qui se promènent. Donc je récupère le compte, c'est-à-dire le total de lignes qu'il trouve, et il va en trouver 15, puisqu'on en a fait 15. Et donc ici, dans le test, je vérifie si le nombre que je passe est égal à ce total. Si oui, je crée un nouveau body. Puisque ici, l'opération, feature opération, c'est new body feature opération. Hein, donc là, je fais un extrude. On ajoute simplement, c'est-à-dire qu'en fait, on est en fait dans le menu create, extrude. OK. Et donc, j'extrude quoi? Le profil que je lui passe, qu'on a déterminé avant, la distance que je lui passe, qu'on a déterminé avant, et l'opération, c'est un nouveau body. Par contre, si le nombre est différent, c'est-à-dire que le test ici ne se vérifie pas, donc si le test ne se vérifie pas, ce que je fais, c'est que je fais un join au lieu d'un new body. Parce que si je fais un new body 15 fois, j'aurai 15 bodies. C'est pas vraiment ce que je veux. Ce que je veux, c'est un objet qui correspond à l'extrusion depuis ce sketch. Donc, voilà, j'ai pas besoin. Enfin, je souhaite pas avoir autant de bodies que d'extrusion. Je souhaite n'avoir qu'un seul body. Donc, cette fonction maintenant, elle est écrite. Encore faut-il que je l'appelle. Et on va l'appeler ici tout simplement en lui faisant donc extrude. Et vous voyez que là, le système de l'éditeur, il y a quand même un petit peu d'aide. Il me rappelle les paramètres que je dois appeler. Donc, le premier nombre, c'est itération, c'est le même que celui qu'on passe pour la création des sketchs. Le deuxième, c'est donc le sketch, qui est ici. Donc, on lui passe le sketch. Et ensuite, on a besoin de la racine. La racine, elle est là au-dessus. On l'a appelée route comp. Voilà. Et c'est bon. C'est fait. J'ai pas besoin d'autre chose. C'est pas beaucoup de lignes de code pour aller faire. Enfin, je veux dire, exactement la même chose à la main. Ça se fait bien sûr, mais ça prend un certain temps. Donc, si j'avais le besoin de faire ce genre de truc plusieurs fois, voilà, c'est pas mal. Donc, je vais aller effacer tout ça. Delete. Je reviens donc sur mon menu Add-ins, Script, carré extrudé, et on va vérifier si ça marche. Et visiblement, il y a un schmilblick puisque j'ai rien.
Ah. Ouais, non, mais là, s'il prend du temps comme ça, c'est qu'il y a un schmilblick. Donc j'étais un peu trop sûr de moi, c'est pas comme ça qu'il aurait fallu faire. Non, mais là, non. Beaucoup trop long. Ah, mais je sais, bien sûr. J'ai fait la bêtise que j'ai dit précédemment qu'il fallait surtout pas faire. C'est-à-dire que j'ai fait une boucle infinie. Alors, il ferme tout, c'est normal. Bon, ça, j'en ai plus besoin. J'ai fait une boucle infinie, donc évidemment, ça pose un petit problème. C'est normal. Alors, je vais vous montrer où est l'erreur. Mais bon, en même temps, je pense qu'on apprend peut-être un peu aussi avec des erreurs. Quand tout est... Donc, on se retrouve dans Fusion. On va dans Add-ins. On va sur notre script carré extrudé. On lui fait Edit. Il va nous ouvrir Spider. Oh, ah oui. Et on va tout de suite voir où est l'erreur. L'erreur, elle est tout simplement que dans cette boucle, j'ai oublié le petit détail qui tue et qui est de faire nombre moins égal 1, puisqu'on est en décroissant, on fait un while nombre plus grand que 0. Non, attends, je l'ai fait à l'extérieur. Pardon. Il faut que ça soit à l'intérieur du... non, pas comme ça. À toutes les fois, quelle que soit la valeur du else, mais à l'intérieur du while. Voilà. Donc, je décrémente mon nombre. Sinon, et c'est ce que j'ai fait, j'avais une boucle infinie qui ne s'arrête pas. Et là, évidemment, Fusion, ça lui pose un petit problème. Et donc on va sauver ça, on va l'exécuter depuis ici. Et on a notre objet dans Fusion qui correspond exactement à ce qu'on a fait. On s'aperçoit que le sketch, il a le nom qu'on lui a passé. Et le body, on n'a qu'un seul body. Sinon, comme je l'ai dit, on en aurait 15. Voilà. Donc j'allais dire, pour cette première approche de l'API de Fusion 360, CQFD, on s'en est servi, on a fait quelque chose avec, ça fonctionne. Dans la prochaine vidéo, on parlera de la programmation orientée objet, d'abord en Python, en dehors de Fusion 360, puis on reviendra dans Fusion 360. Donc, eh bien, merci de votre attention. Comme les fois précédentes, commentez, mettez des pouces en haut, pouces en bas, allez voir le groupe Facebook Fusion 360, où il y a des discussions intéressantes, il y a de plus en plus de monde, de personnes qui font partie du groupe et qui posent des questions, et donc il y a des réponses, et donc c'est de plus en plus animé et intéressant, je pense, pour tous ceux qui s'intéressent à cet outil. Et si vous le souhaitez, participer au fonctionnement de la chaîne et à mes coûts en contribuant par Patreon. C'est une aide qui m'est très utile et je vous remercie d'avance de faire cette démarche. Toutes les informations sous la vidéo. Merci, à la prochaine.